va peut-être pouvoir commencer déjà par se présenter rapidement. Donc Morgane, je t'en prie, à toi l'honneur. Merci Victor. Et ben donc rebonjour pour ceux qui nous rejoignent. Donc moi je suis consultante et formatrice en RSE et en QSE. Je suis indépendante depuis maintenant presque 3 ans et j'ai toujours travaillé dans les systèmes de management. Je suis ingénieure environnement de formation. J'ai commencé ma carrière dans la QSE. Donc voilà, les systèmes de management c'est vraiment mon dada. Et aujourd'hui, je lis les deux. Je lis et la RSE et la QSE au sein des différentes activités de mes clients. Donc, je suis ravie de pouvoir faire ce premier pas avec vous et de pouvoir lier les deux. Merci Morgane, merci encore de participer et surtout d'animer ce webinaire. Donc là, on va beaucoup parler, définir la RSE, essayer d'aller un peu dans le fond du sujet aussi pour les personas plutôt qualité hein, qui nous rejoignent aujourd'hui, qualiticiens, qualiticiennes, et aussi pour ceux qui découvrent un petit peu ben, tous ces systèmes intégrés, toute la partie qualité, toute la partie RSE à la fois. Donc pas que forcément des initiés, mais aussi des gens qui découvrent. Donc bienvenue en tout cas à tout le monde. Pour ma part, Victor, du coup, je suis directeur des activités France de l'éditeur logiciel Pix4. On édite un système de management de la qualité dont les fondements se basent sur la gestion des processus, de l'amélioration continue et des risques. Et donc, ben, voilà, Morgane nous l'illustrera, mais ce sont des sujets qui sont intrinsèquement liés avec la RSE, puisque ben, l'un va difficilement sans l'autre dans le monde actuel. Et donc, on va pouvoir aller commencer à attaquer le vif du sujet d'ores et déjà maintenant. Alors, on va parler de quoi aujourd'hui précisément? Déjà, on va redéfinir un petit peu la RSE. Alors, non seulement peut-être de façon un peu classique, mais aussi de façon un petit peu plus moderne et adaptée, parce que maintenant, c'est des concepts qui finalement évoluent beaucoup et qui correspondent de plus en plus à la réalité du monde que l'on connaît. On va aussi battre en brèche les idées reçues sur la RSE et on va voir pourquoi on doit en faire. La qualité et la RSE ont des liens, on va les explorer également et on va conclure en essayant de faire une petite ouverture et on vous proposera même, pourquoi pas, de continuer à nous suivre sur une prochaine session qui ira encore plus loin. Donc on va commencer par cette première partie sur qu'est-ce que la RSE. Et ben c'est parti. Alors, pour vous déjà, avant qu'on vous donne notre définition, en un seul mot, qu'est-ce que pour vous la RSE? On voit sociétal, on voit environnement, Respect, engagement social, bien-être, responsabilité, durable, impact, bienveillance, responsabilisation, management, très bien. éthique, risque, sécurité, environnement. Ok, l'avenir, waouh, super. Allez, bah, si tu veux bien, je vais répondre, mais en un peu plus longtemps qu'un seul mot. Ça serait bien. Alors, avant de vous donner plusieurs définitions, parce qu'il n'en existe en plus pas qu'une seule, déjà, pourquoi on en parle autant de la RSE? Alors déjà, RSE, c'est là, parce que c'est la responsabilité. Beaucoup avaient mis ce terme dans le chat, la responsabilité sociétale des entreprises. D'accord? Donc voilà pour la définition de l'acronyme. Et puis, vous trouverez parfois RSO pour responsabilité sociétale des organisations puisque ça peut ne pas s'appliquer que à une entreprise, ça peut aussi s'appliquer à des organismes publics, à des associations, etc. Alors pourquoi on en parle beaucoup ces dernières années ou pourquoi on n'en parle peut-être même pas assez? Mais en tout cas, oui, on en parle et tant mieux. Il y a déjà eu et il y a toujours une certaine pression réglementaire. Alors en ce moment, on voit que depuis quelques mois, on a malgré tout quelques retours en arrière. Néanmoins, ces dernières années ont quand même fait l'objet de tout un tas de nouvelles réglementations, et notamment la dernière en date qui en ce moment fait couler de l'encre, c'est la CSRD, la directive européenne sur le rapport de durabilité. Voilà, entre autres, mais il y a évidemment d'autres réglementations.
Et puis, on a aussi les attentes sociétales. On a des clients, des consommateurs, hein, que ce soit en B2B ou en B2C, qui sont de plus en plus exigeants, qui réclament des engagements forts, qui réclament que les entreprises prennent leurs responsabilités en matière sociétale et qui, du coup, eh ben, s'améliorent au niveau de leurs pratiques et puis aussi montrent plus de transparence dans leur communication. On a aussi les talents, donc tous les collaborateurs, collaboratrices qui aujourd'hui, et on le voit quand on échange par exemple avec des personnes des services RH, qui disent que dans les entretiens, ils ont de plus en plus de candidats qui leur posent des questions sur l'engagement de leur entreprise, voire qui refusent des postes parce que l'entreprise n'est pas assez engagée. Vous avez également les investisseurs, que ce soit du côté des banques, que ce soit du côté de d'autres types d'investisseurs. Il y a aussi une forte attente en termes de durabilité, c'est-à-dire qu'ils ne vont plus regarder que la partie financière, ils vont regarder votre performance globale avec d'autres aspects, d'autres indicateurs extra-financiers et donc votre maturité en termes de responsabilité sociétale. On est malheureusement dans un monde maintenant qui peut être qualifié de polycrise. Il y a toujours eu des crises, certes, mais en ce moment, on a des multicrises en même temps. Donc, ça devient de plus en plus complexe pour les organisations de gérer ça. Et la RSE peut aussi être vue comme un outil, comme un levier stratégique pour être plus résilient, c'est-à-dire mieux encaisser ces fameuses crises qui s'additionnent et gagner en pérennité. Voilà. Tu peux passer, merci. Alors, vous avez certainement entendu parler du développement durable et parfois on les confond. Bien sûr qu'il y a un lien, mais les concepts sont quand même différents. Le développement durable, vous avez certainement déjà vu ce triptyque donc avec l'environnement, l'économie, le social. Et puis on a le développement durable qui est au cœur de ça. Développement durable, c'est un terme qui a vu le jour dans son concept en tout cas formalisé en 87 dans le rapport de Brundtland. Et on peut dire, et c'est une des définitions possibles, que la RSE, c'est la contribution de l'entreprise aux objectifs de développement durable. En ce moment, on a les ODD qui sont avec le plan de 2030, vers 2030. Donc, les objectifs de développement durable, il y en a aujourd'hui 17 avec plus d'une centaine de cibles. Et puis, on va avoir aussi une autre définition qui est la définition liée à l'ISO 26000. L'ISO 26000, c'est la norme qui donne les lignes directrices de la responsabilité sociétale. C'est une norme dite internationale. Elle est non certifiante, celle-ci. Regardez, il n'y a pas le petit 1 à la fin. Donc, elle donne des lignes directrices. Et dans cette norme, on a forcément une définition que je vous ai en fait schématisée là où on a une responsabilité donc d'une organisation, je vous ai dit entreprise ou autre, vis-à-vis des impacts de ses décisions et de ses activités sur la société et sur l'environnement. D'accord? Euh, on y voit aussi l'aspect éthique et transparence, qui sont deux des 7 principes clés de la RSE dans l'ISO 26000. Et dans l'ISO 26000, on va retrouver aussi d'autres principes, 5 autres principes clés. On va retrouver les droits humains, la prise en considération de l'intérêt des parties prenantes, le principe de l'égalité en un seul mot, c'est-à-dire la conformité aux lois, etc. Et finalement, on peut aussi retrouver cette définition que je vous ai mis à gauche, et ben, c'est la responsabilité de l'entreprise vis-à-vis du bien commun, vis-à-vis du vivant, humain et non humain, que ce soit maintenant, mais aussi pour les générations futures. D'accord? Donc là, on retrouve aussi évidemment ce qu'on a dans le développement durable, cette notion de ce qu'on est en train de faire maintenant doit aussi permettre aux générations futures eh ben, de bien vivre. Alors, pour vous, 3 idées reçues sur la RSE. C'est parti sur Donc les là idées aussi, je crois que reçues. tu as un petit Eh lien. oui, alors on va essayer, on va essayer, puisque tout à l'heure, ça a On, été plus re- compliqué que prévu, mais on va quand même essayer. on Alors, c'est retente. parti, je Donc, commencez à retente, réfléchir. Si dis-toi. vous avez 3 idées reçues sur la RSE, pour vous, quelle serait votre idée reçue la plus répandue? Quelle est pour vous la grande idée reçue sur la RSE? Qu'est-ce que vous entendez dire quand vous prononcez le mot RSE? Ou même ce que vous pensez sur la RSE? Voilà.
Vous avez 45 secondes restantes pour mettre votre mot en Allez-y, suivant allez-y. le Donc là, lien. vous Voilà, pouvez. ça marche. Fantastique. Alors, ça nuirait à la performance, c'est contraignant. Mhm. Une obligation, ok. À la mode, effet de mode. Mhm. Que pour les Que pour écolos. les écolos. Super, on va regarder ça. Ok, lourdeur, ça coûte cher, c'est pénible, c'est contraignant. Oh là là, oh là là. C'est terrible. Redondance, gadget, usine à gaz, pénible. Oh, oh là 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 là. Ok, super. Oui, Bon, un bon j'espère panel. qu'on va débunker ces idées reçues à la fin de ce webinaire. Vous me redirez dans le chat si j'ai réussi à casser certaines de vos idées reçues pour ceux qui partageaient les leurs plutôt que celles des autres. Alors, c'est parti. Nous, on vous en propose donc trois. La première que vous n'avez, je crois, pas mise, qui était, c'est réservé aux grandes entreprises. Vous ne l'avez pas intitulé comme ça, mais on a vu coûte cher. Donc finalement, il y a cette idée quand même derrière. Alors, est-ce que c'est réservé aux grandes entreprises? Eh bien non. Les TPE, les PME et les organisations publiques sont concernées. Je vais vous donner deux exemples très concrets. J'ai accompagné et j'accompagne toujours de TPE de 24 et 55 personnes, donc petites PME, pardon. Elles ont des exigences de leurs clients, qui, elles, effectivement, sont des grandes entreprises, sur un niveau de maturité minimum en RSE à avoir pour pouvoir répondre à l'appel d'offres. Donc, même si elles ne voulaient pas, entre guillemets, s'y mettre, si elles veulent pouvoir répondre à l'appel d'offres d'un client majeur, eh ben, il va falloir qu'elles se posent la question de ce qu'elles font en RSE et comment elles vont pouvoir expliquer ce qu'elles font, voire faire évaluer par un tiers indépendant. Alors, ça peut être via un label, ça peut être via EcoVadis, ça peut être via d'autres choses. En tout cas, comment elles vont pouvoir prouver qu'elles sont bien matures en RSE, ce qui va leur permettre de répondre à l'appel d'offres. Et la RSE, tout comme vos systèmes QSE, on va l'adapter pour que ce soit opérationnel, pour que ça ait du sens. C'est-à-dire qu'on va surtout pas monter une usine à gaz et commencer à aller chercher des choses qui ne seraient pas pertinentes pour l'entreprise. Donc, si c'est une TPE de 10 personnes, on va évidemment pas faire la même chose. On va pas documenter. Voilà, peut-être qu'il y aura très peu de documentation parce que c'est pas nécessaire. En tout cas, évidemment, on adapte finalement ce qui est fait pour pouvoir avancer et s'améliorer, hein, parce que la RSE, c'est une amélioration continue, évidemment. Et donc, on va adapter les bonnes pratiques à la taille et au secteur d'activité des entreprises. Et du coup, est-ce que c'est coûteux? Eh bien, oui et non. C'est-à-dire que oui, il va falloir très souvent investir dans un certain nombre d'améliorations, que ce soit sur l'amélioration des conditions de travail, sur la réduction des impacts environnementaux, voire la production d'impacts positifs. Comment aussi je travaille au niveau de l'éthique des affaires. Peut-être qu'il va falloir que je forme mes collaborateurs pour éviter des pratiques de corruption. Il va falloir que je travaille au niveau des achats responsables sur ma chaîne de valeur, donc avec mes fournisseurs, avec mes sous-traitants. Je vais travailler aussi sur les droits humains, etc., etc. Et tout ça peut nécessiter effectivement des investissements. C'est un fait, ça, on ne va pas le renier. Mais ce qu'il faut regarder, c'est que ce sont justement des investissements et finalement pas, il ne faudrait pas parler en termes de coûts parce que on va y voir des bénéfices à long terme. Je vais vous montrer des exemples très concrets juste après. On va pouvoir aller chercher des bénéfices à long terme sur tout un tas d'indicateurs de performance globale et on va avoir donc finalement, même financièrement, un retour sur investissement. Au-delà quand même de se poser la question du pourquoi on fait de la RSE, parce qu'il y a des choses qui peuvent être un peu plus difficiles à mesurer quand vous avez permis à des collaborateurs
d'avoir un meilleur équilibre vie pro, vie perso, et que du coup, ils se sentent super bien dans votre entreprise. Bien sûr que vous allez avoir très certainement un taux d'absentéisme plus faible, un turnover plus faible. Donc ça, c'est un coût indirect en moins. Maintenant, le bien-être du collaborateur, c'est toujours une mesure assez subjective si on veut le mesurer directement. Donc, il faut aussi, c'est là aussi la difficulté avec cette notion de retour sur investissement, où finalement, oui, il y a un retour, mais des fois pas dans la même case. C'est ça. Et c'est toute la difficulté qu'on a quand on discute, par exemple, avec des comptables sur ces sujets-là. Je veux bien du coup les exemples, Victor, dans les diapos suivantes, comme ça, on va pouvoir montrer des exemples. Alors, j'ai pris volontairement des petites structures pour répondre à cette idée reçue. Pocheco, je pense que c'est une marque que vous connaissez, qu'on a beaucoup, qu'on met beaucoup en évidence quand on parle justement de bonnes pratiques. C'est une PME française de 63 collaborateurs environ. Ils produisent des enveloppes et des sacs en papier. Je ne vais pas tout vous lire ce qu'ils ont mis, mais dans l'ensemble, ils ont mis énormément de très bonnes pratiques sur le volet environnemental pour aller chercher, évidemment, réduire leurs impacts négatifs, mais aussi aller chercher des économies. Tout ce qu'ils ont investi pour éviter de consommer de l'électricité, pour être aussi autonomes, c'est-à-dire produire leur propre énergie. Euh, et puis, pareil pour l'eau, être plus économe en eau et aussi être autonome en eau pour ce qui reste en termes de consommation. Tout ça leur permet d'économiser par an jusqu'à 200 000 euros tous les ans d'économie. C'est-à-dire que s'ils n'avaient pas investi, voilà ce qu'ils auraient à dépenser aujourd'hui pour payer ces ressources-là. Donc, ils parlent d'un retour sur investissement et d'un payback après 7 ans. Alors, ça peut paraître long, évidemment, parce qu'aujourd'hui, nos entreprises, elles ont souvent un budget à 1 an, 2 ans, et rarement au-delà. Néanmoins, voilà, on peut malgré tout améliorer son impact, en l'occurrence environnemental, mais ils font aussi beaucoup de choses au niveau social, sociétal, au niveau de la communauté, etc. Là, c'était des exemples plutôt environnementaux avec un ROI. Et puis, si tu veux bien, Victor, je vais montrer un autre exemple qui va être Abioxy. Alors, dans un tout autre domaine, eux, c'est une PME française, ils font de la désinfection, dératisation, désinsectisation. On les voit beaucoup moins en termes de communication. Néanmoins, ils font énormément de choses en QSE et en RSE. Ils sont EcoVadis Platinum, ils sont quadruplement certifiés 9001, 14001, 45001 et MAS. Et ce Christophe Desfers, donc le patron, faisait un article en disant, oui, c'est plus coûteux. C'est plus coûteux. On a fait plein d'efforts, plein d'engagements, donc qui nous ont coûté, effectivement. On fait plein de choses parce qu'ils travaillent, malgré qu'ils soient dans ces sujets de désinfection, d'ératisation, etc. Ils travaillent sur des techniques aussi dites alternatives, etc. Et pourtant, c'est ce qui leur permet de capter des nouveaux marchés, de rentrer dans des grosses entreprises qui sont justement venues les chercher parce qu'ils avaient des pratiques euh, beaucoup bien meilleures par rapport à leurs concurrents sur ces sujets-là. Donc voilà, donc c'est aussi des opportunités de marché. Il faut aller regarder ce que ça peut aussi amener d'un point de vue business. Et puis, dans un autre article, Christophe Defert disait que clairement, il a finalement, après quelques années, eh ben, une meilleure euh, marge financière par rapport à ses concurrents, donc dans son activité, de fait des pratiques qu'il a mis en œuvre, parce qu'en fait, ça fonctionne, c'est-à-dire que derrière, il arrive à avoir une vraie performance globale. Une autre idée reçue Une là, autre c'est que idée. l'RSE, pardon, c'est que c'est juste une histoire d'écologie. Et ça, on l'a revu plusieurs fois finalement dans ce qui a été cité, que pour les écolos, c'est bobo, c'est woke, etc. Est-ce que c'est juste une histoire d'écologie ou est-ce que finalement ça dépasse tout ça? Oui, ben oui, on a vu ces mots-là. Eh ben non, non, ce n'est pas uniquement l'écologie. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, si on prend, et c'est le graphique que je vous ai mis,
Au centre, vous avez 7 questions centrales, donc 6 ronds noirs et un grand rond vert. Les 7 questions centrales, c'est celles que vous allez retrouver donc, dans l'ISO 26000 dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et l'environnement, c'est une des 7 questions centrales. D'accord? Donc, il y en a encore 6 autres. Donc, déjà, non, la RSE, définitivement, on ne peut pas dire que c'est que de l'écologie puisque c'est une sur 7. On y retrouve du coup le social, l'éthique, les clients, le territoire, la gouvernance, etc. J'ai mis 3 petits points. Néanmoins, eh ben, on se doit aujourd'hui en 2025 de réfléchir à comment on place nos différents business dans les limites planétaires. Aujourd'hui, on a enfin pas tous, mais on prend de plus en plus conscience que nos ressources sont limitées. On est sur une planète finie, hein, aux limites finies. Et donc, eh ben, comment on fait pour continuer de correctement vivre euh, en ayant des ressources qui s'amenuisent dès lors qu'on vient prendre dans les réserves qui ne se régénèrent pas. Donc oui, l'environnement prend une place prépondérante du coup dans ces sujets-là, ne serait-ce que d'un point de vue business, hein. Si vous êtes dépendant, par exemple, du minerai cuivre, que se passera-t-il quand finalement le cuivre, aller chercher du cuivre au niveau des mines, vous coûtera beaucoup, beaucoup plus cher parce que, il y en aura moins, donc beaucoup plus difficile à extraire, etc. Donc, c'est, même d'un point de vue business, en fait, c'est des questions vraiment qu'il faut se poser en termes de dépendance. Et puis, parce que tout est connecté et que on le voit de plus en plus, on a aussi des impacts de l'environnement sur le business au niveau des dérèglements climatiques, au niveau de la biodiversité. Et donc, on ne peut plus faire comme si ce n'était pas un sujet. Donc, on est connecté au vivant parce qu'on est vivant et du coup, nos sociétés telles qu'on les connaît aujourd'hui bah, se doivent aussi de prendre en compte l'environnement parce que bah, c'est finalement ce qui nous permet au quotidien de vivre et de faire société. Donc c'est un vrai sujet, mais ce n'est pas le seul du tout. Et ce schéma-là, c'est ce qu'on peut appeler la RSE 2.0. Comme ça me permet de compléter aussi la définition qu'on a donnée tout à l'heure. C'est le niveau d'ambition qu'on pourrait mettre derrière, qui est une RSE dite à visée régénérative, c'est-à-dire qu'on va aller tout à fait évidemment réduire ses externalités négatives, ses impacts négatifs. Enfin, ça, c'est le premier niveau. Et puis, on va aller encore plus loin et on va créer de l'impact positif. On va faire en sorte de régénérer le vivant, vivant humain ou non humain, c'est-à-dire de lui permettre bah, d'exploiter son plein potentiel, de pouvoir justement se régénérer, hein, c'est ce terme-là, de lui-même. Alors, ça parle, je pense, assez bien si on pense à des populations de poissons, à des forêts, etc. On voit ce que ça peut donner. Victor, du coup, tu as basculé en mode présentateur? C'est bon, il y a une réinitialisation de mon écran. Voilà. Est-ce qu'on est Allez, bon c'est sur bon, cette c'est slide? revenu. Est-ce que tu veux qu'on aille sur l'idée reçue numéro 3? Allez. Allez, bon, ben, l'idée reçue numéro 3 qu'on revoit souvent, la RSE, c'est juste de la communication. On l'a vu aussi plusieurs fois dans le nuage de mots. C'est du greenwashing, c'est de la com. Voilà. Est-ce que ça, c'est vrai? Est-ce que c'est avéré? Ou est-ce que ça peut aller aussi plus loin? Comme tu as vu, je fais toujours des oui et des non, moi. Et oui, en RSE, c'est pas tout blanc ou tout noir. Alors, non, ce n'est pas que ça. Évidemment, ce n'est pas que ça. Mais la communication tient une place prépondérante dans la RSE parce que vous avez 2 principes, et je veux bien que tu les affiches du coup, Victor, merci. On a 2 principes de base en RSE qui sont la redevabilité et la transparence, hein, parmi les 7 principes clés. Le premier, c'est qu'il faut rendre des comptes sur les impacts de ses activités et de ses décisions, et il faut traiter, voire réparer les effets négatifs. Et donc, de fait, de rendre des comptes, bah, par définition, implique de la communication envers ses parties prenantes ou parties intéressées, hein. Donc, du coup, voilà, forcément, ça tient une forte place. Le deuxième principe, c'est la transparence.
Et c'est important de venir communiquer, de donner des informations complètes, non trompeuses, à ces différentes parties prenantes pour justement remplir son principe de redevabilité, mais en toute transparence, c'est-à-dire dire ce qui va bien, ce qui va aussi moins bien, ce qui ne fonctionne pas, là où on n'est pas encore bon, voire pas bon du tout. Voilà, c'est vraiment ce principe de transparence. Et donc, évidemment, les campagnes que vous pouvez voir, les publicités que vous pouvez voir, qui sont parfois taxées, cataloguées, dites de greenwashing ou de social washing, ou vous pourriez même parler de RSE washing, c'est-à-dire que on va finalement enjoliver les choses pour faire passer des bonnes pratiques, alors qu'en fait, c'est pas le cas. Alors, ça peut être, par exemple, je vais mettre en avant une bonne pratique, mais en fait, ça ne porte que sur 1% de mon chiffre d'affaires. Ou alors, je vais parler que de ce que je fais de bien et je vais complètement occulter, en fait, tout ce que je ne fais pas bien, etc. Donc ces pratiques-là, alors déjà, il y a une bonne partie qui est encadrée par la loi, hein. Il est interdit de tromper le consommateur ou le client. Il y a aussi ce qu'on appelle les allégations environnementales qui a été encadré au niveau réglementaire. Mais au-delà de ça, ça fait partie vraiment de la RSE, hein, dans ses fondamentaux. Et donc, on a besoin de communiquer, mais de communiquer de la bonne façon en termes de communication dite responsable. Donc, ce n'est pas du tout que ça, parce que si vous ne faites que communiquer, vous ne faites rien derrière en pratique. Or, c'est avant tout clairement qu'est-ce qu'on fait. Et on va au-delà de la réglementation, parce que sinon, c'est pas assez, ce n'est pas de la responsabilité sociétale, il faut aller au-delà de la réglementation. Et puis derrière, oui, on va malgré tout communiquer, parce que c'est important en termes de transparence et de redevabilité. Troisième partie, maintenant, pourquoi faire de la RSE? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions. Cette question est forcément, quand on voit les idées reçues qui circulent, hein, qui nous ont été remontées aussi dans ce webinaire, peut s'imaginer effectivement qu'il y a du questionnement de ce point de vue-là. J'ai pas de questions particulières pour l'instant de nos participants. Donc, n'hésitez pas, je vous le rappelle, à les poser via l'onglet questions et réponses. On se fera un plaisir de vous y répondre à la fin de la présentation. Voilà, si vous avez des questions qui arrivent au fur et à mesure. Et donc, on va se pencher maintenant sur la réponse au pourquoi. Alors, pourquoi? Déjà parce que la RSE, on va aller viser la pérennité de l'entreprise et donc, c'est lié évidemment une performance dite globale. Alors moi, j'ai repris le titre d'un livre que j'apprécie qui s'appelle Il n'y a pas d'entreprise qui gagne dans un monde qui perd. En fait, c'est vraiment ça, c'est de se questionner en se disant, mais si je fais du business as usual sans me préoccuper de ma responsabilité en tant qu'entreprise, qu'est-ce que finalement il va se passer dans 5 ans, 10 ans ou 15 ans au regard même de mon propre business, hein. C'est-à-dire que vraiment, même si on voulait parler que business et même occulter le fait que il y a un peu des humains et il y a un peu d'autres organismes vivants autour de nous dans notre écosystème, même si on voulait ne parler que business, il y a quand même des choses qui vont se passer. Je vous ai donné l'exemple tout à l'heure du cuivre, mais finalement, on va pouvoir avoir plein d'exemples partout. La RSE, je discutais dernièrement avec un directeur général qui a exactement employé les termes que vous avez mis dans les idées reçues. Il m'a dit, c'est simple, il y a quelques années, pour moi, la RSE, c'était contraignant, lourd, pas adapté, coûteux. Et bien maintenant, pour moi, la RSE, c'est levier stratégique. Il me dit, j'ai mis un petit peu de temps à le comprendre, mais maintenant, j'en suis convaincue et je peux même donner des preuves. Donc, voilà, si je peux vous faire transformer ou que vous arrivez à faire transformer ce que vous entendez autour de vous. La RSE comme levier stratégique, pourquoi? Déjà parce que on va aller chercher à améliorer l'efficacité opérationnelle. Typiquement, quand vous cherchez à faire des économies sur l'énergie, les ressources, euh, vous allez du coup faire du bien et au business et à l'environnement, tant mieux. Quand vous cherchez à éviter de produire des déchets, quand vous faites attention à faire bien du premier coup pour éviter que les collaborateurs refassent et donc qu'on donne du sens à la tâche, quand on travaille au bien-être des collaborateurs pour euh,
leur donner envie d'être le plus productif possible parce qu'ils y voient du sens, parce que c'est cohérent, parce qu'ils ont un management avec qui ça fonctionne. Eh ben, ils ont envie de venir, ils ont envie d'être productifs et là aussi, on va gagner en efficacité opérationnelle. Ensuite, vous avez aussi toute la partie innovation, différenciation. Je vais vous donner un autre exemple qui est Interface. Interface, alors c'est un peu plus gros. C'est aussi une entreprise française qui a créé une moquette et qui, quelques années déjà, s'est dit, en fait, on va supprimer la colle pour faire du bien à nos collaborateurs. Alors, jusque-là, juste supprimer de la colle, on se dit, bon, ok, c'est de la santé sécurité. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ils sont allés chercher du biomimétisme et ils ont mis les ventouses inspirées des ventouses du gecko et donc plus de colle. Du coup, plus de colle, plus de problèmes vis-à-vis des collaborateurs. Mais derrière, plus de colle, c'est des impacts environnementaux négatifs en moins. Vous n'avez plus la fabrication de la colle, vous n'avez plus le transport de la colle, vous n'avez plus les déchets liés à la colle. Que ce soit au niveau de la pose et que ça soit aussi plus tard, quand on va enlever la moquette, on n'aura pas à gratter la colle et à générer des déchets. Ils ont gagné en temps de pause, donc on gagne aussi au niveau économique. Le fait qu'ils aient déposé pardon, un brevet, une innovation, ça a fait beaucoup parler et donc ils ont bien pu vendre ce produit et gagner des parts de marché, etc. Et donc derrière, avec cette bonne euh, première réussite, eh ben, ils sont allés beaucoup plus loin et maintenant ils travaillent justement sur une entreprise à visée régénérative avec tous les autres aspects de la RSE. Voilà, ça leur a mis le pied dedans et aujourd'hui, ils font plein d'autres belles choses. Donc l'innovation, la différenciation, c'est aussi quelque chose qui est très intéressant à explorer quand on travaille sur la RSE. La réduction des risques et des coûts, alors avec des exemples que je vous ai donnés tout à l'heure, on va aussi travailler à minimiser les risques d'image, de réputation, des risques juridiques. On va regarder aussi les risques au niveau dépendance. Je vous ai donné l'exemple du cuivre, mais on peut regarder ça sur tout un tas d'autres secteur d'activité, y compris dans le tertiaire, hein. Vous avez une activité très digitalisée, et bah, pareil, quid demain des ressources pour pouvoir avoir les serveurs informatiques, l'équipement informatique, etc. Euh, voilà, donc on va se questionner aussi au niveau dépendance pour réduire ces risques. L'accès à de nouveaux marchés, des opportunités. Je vous ai donné aussi l'exemple d'interface, mais on peut avoir aussi, comme je vous disais tout à l'heure, les TPE qui ont accès aussi à des marchés grâce à une évaluation de la maturité RSE. Et puis, l'attractivité des talents, je vous en ai aussi parlé. Donc, à droite, vous avez des exemples d'articles qui parlent de ces sujets-là, mais vous pourrez trouver d'autres sources sur Internet puisque ce sont vraiment des sujets qui reviennent très souvent quand on regarde les bénéfices de la RSE après coup. Et aujourd'hui, on a vraiment des entreprises qui parlent de levier stratégique. Moi, je rencontre des patrons qui ont vraiment changé d'avis en ayant testé des choses et maintenant avec des belles réussites quelques années après. Et si vous n'étiez pas convaincu, je vous ai mis un graphique de BPI France, alors qui date un petit peu, il date de 2017, mais les concepts sont toujours vrais. Ça vous remet ce qu'on vient de parler en termes de valorisation financière. Par exemple, aujourd'hui, quand vous empruntez à des banques comme BPI France, justement, eh ben, vous pouvez avoir des taux d'emprunt plus réduits quand vous pouvez démontrer une maturité en RSE. Donc rien que ça, eh ben, ça permet derrière de faire des économies. Une meilleure aussi valorisation hein, sur les marchés quand on est coté en bourse. Une meilleure gestion des risques, on en a parlé, que ce soit sur l'impact financier direct ou indirect. Euh, Par exemple, détérioration du capital naturel. Vous êtes une entreprise qui travaille sur de la cosmétique ou de la pharmaceutique, de la santé. À chaque fois que la biodiversité décline, ce qui est le cas tous les jours en fait,
eh ben, c'est votre capital d'entreprise qui, en fait, décline et se réduit. Pourquoi? Bah parce que les molécules aujourd'hui qui servent à soigner, qui servent à embellir la peau, etc., sont très souvent issues de molécules naturelles qu'on a trouvées dans des forêts primaires. Il y en a encore plein qu'on n'a pas trouvées. Et en fait, avant même qu'on les ait trouvées, bah, elles disparaissent avec la biodiversité. Et donc, c'est le capital même de votre entreprise qui disparaît. Pareil pour tout ce qui va être agroalimentaire, hein. On a une perte de biodiversité, donc une perte d'espèces qui pourraient être résistantes à des nouveaux champignons, par exemple. Voilà, on perd des choses. Donc, comment on vient lutter contre ces risques-là? On a parlé de la performance opérationnelle. Il y a eu une étude de l'ADEME sur l'éco-conception qui indiquait qu'on pouvait augmenter la marge au niveau des produits vendus. L'image de marque, la motivation. On a des études sur la productivité des salariés qui ont démontré une amélioration. Et puis, je vous parlais aussi d'innovation, notamment d'innovation durable avec des éléments de différenciation, etc. Voilà, donc si vous ne me croyez pas moi, vous pouvez peut-être croire BPI France qui, montrait ça en 2017 et qui le montre toujours hein, sous d'autres formats, mais qui tient toujours ce discours-là. Permet une remarque, c'est intéressant parce que quand on voit en fait ces différents leviers permis par la démarche RSE, et là je m'adresse particulièrement à notre public aujourd'hui qui fait partie du monde de la qualité, on remarque que c'est un peu finalement les mêmes leviers d'amélioration que la démarche qualité finalement que la RSE permet. Donc en fait on va dans le même sens que la démarche qualité d'une certaine façon. Exactement. Là, aujourd'hui, c'est vrai que c'est un webinaire qui est vraiment plus sur de quoi on parle et le pourquoi. Mais au prochain webinaire, on parlera du comment. Et en fait, oui, oui, on va pouvoir aller chercher des leviers qu'on utilise déjà quand on travaille sur les systèmes de management. Parce qu'en fait, c'est de la conduite du changement, c'est de la transformation, c'est embarquer les équipes, c'est dialoguer avec ses parties prenantes. C'est juste finalement, alors juste, je vais mettre des guillemets, mais c'est un changement peut-être de dimension, mais les outils finalement sont à quelque chose près, sont sensiblement les mêmes, avec quelques petites spécificités, mais dans l'ensemble, c'est les mêmes outils en fait, ouais, qu'on va mobiliser. Tout à fait. Allez, je termine de vous convaincre si vous n'étiez pas encore convaincu. Avec l'impact financier de la durabilité, ça c'est Goodwill Management qui a publié une étude en 2020 sur le taux de croissance, parce que je sais que la croissance, c'est quelque chose sur certains des dirigeants sont vraiment obnubilés par ça. Et ben voilà, taux de croissance annuel du chiffre d'affaires d'entreprises dites labellisées, Lucie, RSE engagée ou B Corp où vous voyez que ça dépassait, alors avant Covid, la moyenne des PME françaises. Je ne sais pas si elle a été réactualisée depuis hein, cette étude, mais en tout cas, à une échelle beaucoup plus restreinte avec voilà, dans mon réseau ou les entreprises que j'accompagne, on le voit aussi. Et donc, en résumé, voilà, ça c'est un peu la diapo résumée. Pourquoi intégrer la RSE à la stratégie d'entreprise? Eh bien, vous allez pouvoir capter tout un tas de bénéfices en termes d'engagement, d'image, d'innovation. Vous allez aller saisir des opportunités, de nouveaux marchés, des subventions, des partenariats. Vous allez pouvoir avoir une meilleure maîtrise des risques, des non-conformités, réputation, perte d'attractivité, chaîne d'approvisionnement, etc., ce que j'appelais les dépendances notamment. Et puis, en termes d'impact, améliorer votre impact, que ce soit sur votre chaîne de valeur, que ce soit auprès de vos clients, que ce soit sur la communauté, la société plus largement, ou la nature même, qui est une des parties prenantes. On peut considérer la nature comme une partie prenante silencieuse. Très bien, eh ben, je pense que c'est très parlant et justement, bon, ben, on en parlait juste avant, qualité et RSE, quels sont les liens? Donc on va approfondir un petit peu ce qu'on a commencé à formaliser.
Donc, Victor, oui, me disait que vous êtes beaucoup de qualiticiens là avec nous. Alors, si vous l'êtes, faites-nous des coucous, dites-nous si c'est le cas. Si vous l'êtes pas, c'est pas grave du tout. Vous avez le droit d'être là. Et dites-nous du coup ce que vous faites. Donc, j'ai fait un petit focus sur l'ISO 9001. Alors, vous avez, j'espère, vu passer qu'on avait eu un amendement. En fait, cet amendement, il a été mis sur toutes les normes de système de management. Si ce n'est pas encore le cas pour quelques normes de système de management, vous allez y passer. En fait, toutes les normes de système de management vont avoir cet amendement. Et cet amendement dit quoi? Dit que vous devez réfléchir, vous poser la question de savoir si le climat, le dérèglement climatique est un enjeu pour votre activité au regard du système de management sur lequel donc vous êtes. Typiquement, la 9001, c'est la satisfaction client. Donc, est-ce que le dérèglement climatique est un enjeu vis-à-vis de la satisfaction client? Typiquement, est-ce que demain, il y a on le sait, hein, le dérèglement climatique va causer un accroissement à la fois du nombre de canicules hein, en termes de fréquence, mais aussi en termes de température atteinte. Et ça, finalement quasiment tout le territoire français, mais on n'oublie pas les dom-toms. Du coup, qu'est-ce qui se passe en termes de productivité? Est-ce qu'on est capable de tenir les cadences temps normal en période de canicule et donc de répondre à la demande client dans ces périodes-là. Voilà. Typiquement, c'est vraiment ces questions-là qu'il faut se poser. Est-ce qu'on sait que le dérèglement climatique va accroître aussi les événements météorologiques extrêmes? Je vous donne un exemple d'une marque pas du tout connue qui s'appelle Porsche. Et ben, par exemple, sur leur sous-traitant de production, donc de fabrication d'aluminium, ils ont eu des très fortes inondations. Du coup, ils ont dû déclarer, puisqu'ils sont cotés en bourse, donc Porsche a dû déclarer au marché financier qu'ils ne pourraient pas approvisionner, donc fabriquer autant que ce qu'ils avaient prévu. Et bah, du coup, ils ont perdu 5% de leur valeur boursière parce que le marché a pris peur en disant qu'ils ne maîtrisaient pas leur chaîne d'approvisionnement. D'accord? Donc, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Comment je peux faire pour satisfaire mes clients? Comment je peux faire pour toujours répondre aux engagements que j'ai pris vis-à-vis de mes clients avec finalement les impacts du dérèglement climatique? Ça peut être aussi sur vos ressources, hein, quelles sont vos matières premières. Vous êtes dépendant de denrées alimentaires, il y a une sécheresse plus forte que d'habitude, qu'est-ce qui se passe? Ou des pluies hein, plus fortes que d'habitude. On le voit en ce moment avec le prix, par exemple, du cacao qui s'est envolé. On a des entreprises qui sont en difficulté parce qu'elles n'arrivent plus finalement à vendre tout en encaissant l'augmentation des prix de matières premières. Voilà, donc tout ça, c'est des questions qu'il faut se poser et la RSE va vous permettre en fait d'adresser ces sujets-là puisque justement on va ouvrir tout un tas de champs. Vous avez vu les 7 questions centrales, les 7 principes clés. On va aussi aller plus loin sur les parties prenantes et donc ça va nous permettre de questionner tout ça sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Exigence client-consommateur. On a de plus en plus de clients, de consommateurs qui se renseignent sur votre engagement en matière de responsabilité sociétale, qui ont besoin de plus de transparence, qui veulent aussi, quand ils ont les moyens, qui veulent acheter des choses qui sont moins impactantes négativement. Et donc, comment vous aussi vous répondez à ces nouvelles exigences qui peuvent être exprimées ou non? Comment vous vous assurez aussi sur votre chaîne de valeur du respect des droits humains et de l'éthique des affaires. On a vu dernièrement Decathlon qui s'est fait bousculer avec le scandale du travail des Ouïghours. Et il y a une quarantaine d'autres marques hein, dans ce scandale-là. Voilà, comment on sécurise aussi ça? Et ça, on va aussi l'adresser avec la responsabilité sociétale au travers notamment du devoir de vigilance au sens élargi, c'est-à-dire pas que quand vous êtes soumis à l'obligation réglementaire, on va aller plus loin. Et donc, ça, c'est des questions aussi que vous allez pouvoir adresser. Et puis, anticipation des risques, hein, on en a parlé, dépendance aux ressources, le risque réputationnel, le principe de l'éthique. Et enfin, l'amélioration continue.
Dans l'ISO 26000, le terme amélioration continue est tout à fait présent, même le terme processus d'ailleurs. Donc, amélioration continue. C'est aussi ce qu'on va s'appliquer quand on travaille sur la RSE. On ne peut pas tout faire, hein. Donc, on va utiliser les mêmes outils que vous avez l'habitude d'utiliser. On va regarder quels sont les enjeux qui sont pertinents et prioritaires. Et puis derrière, on va prioriser et on va piloter sa démarche en termes d'amélioration continue. Donc, il y a vraiment des liens. Je vous parlais, je ne l'ai pas mis là, mais il y a aussi tout le dialogue avec ces parties prenantes, c'est-à-dire qu'évidemment, on a les clients, les consommateurs, mais on a aussi à aller chercher d'autres parties prenantes qui vont nous permettre de les satisfaire, et notamment peut-être des partenaires au sein de la filière. Voilà, l'idée, c'est avec la RSE d'aller un peu plus loin, en fait, d'élargir tout un tas de dimensions pour aller adresser finalement les enjeux sociétaux. Merci beaucoup. On va accélérer un tout petit peu pour répondre à quelques Ouais, questions à la pour fin. terminer. C'est un sujet qui est vraiment très très complet et vraiment passionnant. Là, tu vas nous parler du saut qualitatif du SMI vers le SMIR. Mais qu'est-ce que c'est qu'un SMIR? Et bien ça, c'est un petit teasing pour le prochain webinaire et je vous expliquerai comment on fait ça. En fait, ça, il vient pas de moi ce schéma, hein. C'est l'AFNOR qui a fait ce schéma et qui en parle dans une norme, la X30036, et qui explique que quand on a un système de management intégré et qu'on veut y intégrer la RSE en plus, on va passer donc au système de management intégré responsable, et ben en fait, euh, ça va nous permettre de faire un saut dans l'amélioration continue grâce justement à ce que je vous expliquais précédemment avec l'intégration, l'élargissement à différentes dimensions, avec l'intégration de tous les principes de la RSE, des 7 questions centrales. Et du coup, on va pouvoir vraiment progresser très fortement en termes d'amélioration globale. Et on verra donc comment dans un autre webinaire. Suspense. Donc, ça va être notre conclusion, hein, plus ou moins. Bah oui, voilà, petite synthèse. Pérennité et compétitivité. Je pense que vous avez bien compris que je ne vous ai pas parlé que d'écologie. Je vous ai aussi beaucoup parlé finalement de business, de comment pérenniser nos entreprises, nos organisations, comment rester compétitif. Effectivement, on va chercher à réduire nos externalités négatives, voire faire de l'impact positif, régénérer le vivant. Ça, c'est même l'objectif ultime. Mais en tout cas, on est bien dans cet esprit de pérennisation. Et puis, vous l'avez, je pense, déjà ressenti, on a de plus en plus d'attentes de nos clients, de nos consommateurs et également de nos collaborateurs, collaboratrices. Et puis enfin, en termes d'engagement, aujourd'hui, on a aussi des patrons, des comités de direction, des équipes de direction qui s'engagent aussi parce qu'on est humain et qu'on a envie de donner un futur, déjà notre futur et aussi le futur de nos enfants, qui soit un futur dit soutenable, dans lequel voilà, la société humaine puisse vivre. Donc il y a aussi cet aspect-là. Rendez-vous pour la suite, hein, de cette épopée passionnante de la RSE le jeudi 17 avril, donc c'est dans un peu moins d'un mois, toujours en présence de Morgane, puisque c'est Madame RSE ici, hein, qui est avec nous. Donc on profite de la voir comme intervenante pour cette fois aborder le comment. Comment intégrer la RSE dans un SMI et dans un SMQ. Donc je pense que ça va être un sujet qui va être particulièrement intéressant. J'essaierai de te donner un peu plus la réplique, Morgane, parce que là, tu dois plus avoir beaucoup de voix. En tout Non, cas, mais c'est moi, merci tu sais, je beaucoup. suis une grande bavarde. Et, euh, et oui, on sera beaucoup plus opérationnel du coup dans ce webinaire. Je vous donnerai voilà, les tips. C'est ce que je fais moi au quotidien avec mes clients. Donc vraiment quelques tips et organisations méthodo. Mais vous allez voir, ça va vraiment vous parler parce qu'en fait, un système de management responsable, eh ben, on va vraiment s'appuyer sur ce que vous faites déjà. Génial. Et du coup, vous avez le lien qui vous est partagé directement dans le chat si vous voulez d'ores et déjà vous inscrire. Pour la suite, est-ce que tu peux nous parler un petit peu aussi de ce que tu fais, Morgane, et de comment tu peux former quelque part les personnes à cette démarche RSE? Oui, merci. Alors très brièvement, moi j'ai monté une formation qui s'appelle l'effet papillon, qui permet justement de vous donner la méthodologie, les outils, les templates même, pour intégrer la RSE dans la stratégie de l'entreprise.
Comme il s'agit aussi de travailler sur le savoir-être, comment je pitch un projet d'amélioration auprès de ma direction, quelle posture je dois avoir au sein d'une équipe, comment j'embarque des collaborateurs pour qu'ils deviennent ambassadeurs de la RSE. Voilà, tout ça, il y a aussi un volet technique, mais il y a aussi un volet beaucoup de savoir-être. Et tout ça, bah, moi, j'ai décidé de le mettre dans une formation très opérationnelle où on s'entraîne, qui s'appelle l'effet papillon. Et donc, bah, vous avez le lien. Donc, si vous voulez, voilà, s'il y a déjà beaucoup d'informations sur la page, et puis si vous avez des questions, eh ben, évidemment, vous me contactez et j'y répondrai avec joie. Merci beaucoup, Morgane. En tout cas, ça a l'air passionnant et je pense que ça va bien compléter aussi tout ce qu'on a introduit ici là, dans ce webinaire et qu'on verra dans le prochain. Je vous invite très fortement d'ailleurs également à vous abonner à la page LinkedIn de Morgane, Madame RSE, que vous pouvez retrouver. Là, vous retrouvez son nom, son nom de famille que vous pouvez taper sur LinkedIn, vous la retrouverez. Vous pouvez me retrouver également et retrouver la suite Pixfor, donc, que je rappelle est un SMQ du coup, qui se base à la fois sur la gestion des processus, des risques et de l'amélioration continue et qui peut venir aussi au soutien de la mise en place de l'approche RSE. Pour information, si vous souhaitez approfondir aussi sur ces modules, on va faire une démonstration complète de la suite logicielle dès la semaine prochaine, donc à 15h30 ou 9h30 heure Canada, avec de la même façon un lien d'inscription qui vous est partagé dans le chat. Donc là, normalement, dans le chat, vous allez retrouver à la fois le lien pour le prochain webinaire, ce qu'on fera avec Morgane, mais aussi pour la démo et aussi pour les formations de Morgane. Donc vous pouvez retrouver tout ça dans le chat, ça vous est partagé en live. Et donc là, on va pouvoir répondre aux quelques questions du coup qui ont été posées. Je pense que tu as été très très complète, donc ça va, il y en a pas trop. On va pouvoir boucler à peu près dans les temps, je pense. En tout cas, merci à tous pour votre participation très active. On a une question notamment de Ferdinand, je pense, qui retranscrit une inquiétude un peu ambiante voilà, je pense que tu en as beaucoup parlé déjà aujourd'hui avec tes proches et peut-être les parties prenantes que tu as aujourd'hui dans ton métier. Euh, Au regard de l'évolution déclinante du respect du droit international, des focus qui sont beaucoup faits sur d'autres sujets, peut-être comme ceux de la finance ou de l'armement, est-il encore judicieux ou en tout cas, est-ce qu'on est autant d'actualité aujourd'hui quand on parle de RSE, de développement durable et autres? Voilà, c'est la question de Ferdinand. Oui, bah déjà pour toutes les raisons qu'on a évoquées aujourd'hui, parce que ça s'arrête pas en fait. C'est-à-dire que c'est pas parce que malheureusement certains politiciens ou même grands patrons décident de certaines choses que finalement son entreprise ou même soi-même en tant qu'individu, tout s'arrête. Donc, je pense que toutes les raisons qu'on a évoquées ici, elles sont toujours d'actualité et peut-être même plus si on veut justement pouvoir être résilient. Aujourd'hui, il faut pouvoir encaisser ce monde en polycrise avec un cumul en fait de difficultés à dépasser. Et donc, une entreprise, elle a tout intérêt à travailler sur ces questions-là en profondeur euh, pour pouvoir justement être pérenne et encaisser ça en fait. On l'a vu, hein, la crise sanitaire du Covid, qui est quand même une crise majeure. On a des entreprises qui avaient mis en place, qui avaient intégré la RSE dans leur stratégie et qui ont su beaucoup mieux résister à cette crise sanitaire. Dernièrement, on a eu une crise, et on l'a toujours, une crise énergétique. Pareil, les entreprises qui s'étaient questionnées, qui avaient identifié leur dépendance, qui s'étaient questionnées sur leur modèle d'affaires, sur leur chaîne de valeur, sur tous ces aspects-là, avec cette prise de hauteur, cette prise de recul et ce côté global, holistique, etc., et bien forcément, elles ont aussi pu mieux résister à cette crise énergétique. Donc finalement, face à une nouvelle crise qu'on est en train de vivre, malheureusement, et ben, je pense qu'au contraire, il faut aller chercher à la fois des opportunités, à la fois des forces pour pouvoir être plus fort, résistant, résilient.
par rapport à ce qui provient de l'extérieur. Ouais. Je te rejoins tout à fait. En tout cas, moi, ce qui m'a frappé en préparant ce webinaire avec toi, c'est aussi tout l'aspect que tu mets en avant, l'aspect business, l'aspect qui permet non seulement au business d'être plus pérenne, mais aussi d'être plus performant. C'est vrai que ce n'est Mm. pas quelque chose qu'on voit à prime abord dès qu'on est novice sur cette démarche RSE. Donc, j'espère en tout cas que ça vous aura aussi éclairé sur ce point pour tous nos participants. Je vous invite encore une fois à vous mettre en contact avec nous sur LinkedIn si vous voulez échanger en attendant les prochains webinaires, les prochaines démonstrations, voire votre prochaine formation avec Madame RSE. Je Avec vous joie. invite vraiment à la suivre parce qu'elle publie tous les jours sur le sujet des posts très, très intéressants, vraiment passionnée et Merci, Victor. passionnante, Morgane. Donc, merci encore pour ton intervention. Merci à toutes et tous pour votre participation à ce webinaire et on se dit à très vite, à la semaine prochaine, au mois prochain. Merci à toi, Victor. Merci à tout le monde et à très, très vite. Un grand merci à tout le monde.